c'est fait. Ah, voilà, là, c'est vraiment parti. On est un peu rouillé, hein? Ça fait combien de temps? Ouais, depuis le mois d'août, on a Ah, changé. quand même, hein? Bon. Ouais. Alors, bienvenue à la 43e capsule des Insomniaques. Mon nom est Régent, je suis en compagnie d'Éric. Ça va, Éric? Salut, comment ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Soulignons qu'on est lundi, le 9 décembre 2024, et on a décidé, Éric et moi, de faire une série de capsules qui va traiter de la SAQ. Tout simplement parce qu'on est deux ex-travailleurs de la SAQ et on aimerait partager quelques expériences personnelles, montrer aux gens, en fait, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que travailler à la SAQ, qu'est-ce que c'est que vendre de l'alcool à chaque jour à des gens qui, Là, ouais. hein, Le côté humain, le côté. ouais, on pourra parler aussi des. Moi, j'ai connu 1, 2, 3, 4 PDG. Attends, moi, je suis rentré en 2005. C'était Toutan dans ce temps-là? Il y a eu Ouais, Toutan? 2005, il y avait Toutan, puis tu as eu non, c'était du Toutan, du Val, ouais, c'est ça. Toutan, Duval, Brunet, Ouais. Dagenet, puis Euh, Farcy. ouais, Farci. Toi, tu en as connu un de plus. Moi, j'ai connu, avant Toutan, c'était, il y en avait un qui venait de la Caisse de dépôt, là, je ne me rappelle plus de son nom, il n'y a pas tout fait longtemps. Tu as eu Ah Fricon. oui, c'est vrai, oui, il y en a un qui il n'a fait J'en ai que connu passer. 7. Mais honnêtement, j'en ai connu peut-être 8. J'ai connu la fin de Tremblay, OK. début de Frigon. Ouais. Tu as passé combien de temps à la SAQ, Éric? 25 ans. OK. 98, ouais. OK. L'hiver. Donc, tu as vu les changements, tu as vu. Ah, ouais, j'ai vu les gros changements. J'ai vu ce qu'ils appellent les années d'âge d'or Ouais, de la SAQ, là, les meilleures années de vente, etc. Puis après ça, ouais, le déclin à la médiocrité qu'on connaît ouais. aujourd'hui. Ouais. Avec une gestion de plus en plus bureaucratique, technocratique. Moi, je suis Oui. rentré en 2005, juste après la grève de 2004. Grève qui, je pense, qui a laissé des marques. Hein. Ouais, On surtout pour sentait des. encore, en 2005, on sentait qu'il y avait encore de l'amertume puis de la Ouais, colère. Tu sais. c'est très amer, ça. Là, mais on va en parler dans une autre capsule, Ouais, là, ouais, ouais, j'espère. ouais, Mais ouais. oui, oui, ça avait laissé des marques, cette grève-là. Là. Elle avait Ouais. duré combien de temps, celle-là? 3 mois, je crois. Ouais. 3 mois, quand même. Hein? Plus une adhésion à une centrale de la CSM. Là. Ouais. Ça nous a amené à adhérer. On est un syndicat indépendant. Moi, je l'ai connu indépendant du syndicat. Là. Vous allez voir, on va toucher l'histoire de la SAQ. Ouais, on va tout regarder, puis on va avoir des invités, des anciens directeurs, des anciens gestionnaires, des anciens employés de plancher. On veut ratisser large, puis Ouais. je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Pour celle-ci, écoute, Eric, j'avais pensé qu'avant de parler de la création de la SAQ qui était avant la Commission Oui. des liqueurs du Québec, peut-être à regarder un peu ce qui a précédé la création de la commission, ce qui va devenir la SAQ, puis regarder un peu l'époque. On va parler beaucoup du 19e siècle, avec les mouvements de tempérance, les mouvements de prohibition qui ont amené finalement tranquillement, pas vite, chaque gouvernement de chaque province à adopter des structures particulières pour chacune de leurs provinces quant à la Ouais. vente d'alcool. C'est super intéressant. Puis, écoute, c'est comme si tu tires sur un fil, puis ça se déboule. Parce que juste avant de rentrer en ondes, je t'avais dit que j'avais tombé sur une série d'articles sur les bootleggers de l'époque. Puis juste pour ça, on pourrait en faire un épisode. Il y a des chaînes de ça en plus. Là. Ça, Ouais, ouais. c'est des Puis développements. toute l'histoire de l'alcool frelaté, les dommages que ça faisait, enfin, c'est un sujet qui peut en amener d'autres. On pourrait même parler aussi, on va y toucher brièvement dans cette capsule-ci, mais les suffragettes,
les, Le les, mouvement des les, suffragettes, ouais. les mouvements des suffragettes qui, avec le mouvement de tempérance, on pensait que, enfin, on va le voir, on va en parler brièvement, là, mais ça peut être une autre source de sujet Oui, super le fun à d'accord, ouais. regarder. Bon, écoute, on va commencer. Tu me diras si je suis toujours à l'écran parce que là, je C'est à l'écran. C'est à ah, l'écran, c'est oui. bien, on aime ça. Donc, pour Souvent. comprendre la création de la Commission des liqueurs du Québec, la Commission des liqueurs du Québec a été créée en 1921. Comme on en a parlé tantôt, ça va devenir plus tard la Société des alcools. Ça va devenir la Régie des alcools et ensuite la Société des alcools. On va remonter un peu de quelques décennies plus tôt, puis regarder un peu les mouvements qu'il y avait à ce moment-là qui proliféraient aux États-Unis, mais aussi au Canada. C'est des mouvements de tempérance. C'est des mouvements où on luttait contre la vente d'alcool. C'était des politiques sociales, internationales, qui étaient basées sur la conviction que l'alcool était responsable de beaucoup de problèmes de société. Ouais. Donc, ces mouvements-là faisaient appel à la modération ou à l'abstinence totale de l'alcool. Principalement, le mouvement pour la prohibition au Canada a commencé vers 1830. En Mais fait, non, si tard que ça. oui, ben, le gros des mouvements, en fait, il y a un mouvement assez fort qui est venu d'Écosse en Angleterre en 1830. OK, Excuse, je me suis OK, planté dans mes. OK. Mais ça va s'étendre partout aux États-Unis, puis plus tard au Canada, puis même ce qu'on appelait à l'époque le Canada français. Ouais. Pour beaucoup, ça découle du constat consécutif à la révolution industrielle, les abus d'alcool, le délabrement social. Puis c'est une idée qui vient principalement, comme toujours, de l'élite bourgeoise, hein, qui prend cette espèce de relâchement moral comme une cause à, à éradiquer. En fait, il voyait l'alcool comme le problème, alors que c'était probablement la résultante d'un problème relié à l'industrialisation. On vide, les campagnes commencent à se vider pour venir, les travailleurs viennent travailler en ville dans les manufactures, et puis c'est un bouleversement social quand même Exactement. important. Ouais. La vie n'était pas. Tu sais, on l'a vu dans d'autres capsules, la vie n'était pas chère valait pas cher vraiment. Non, non, non. Les conditions de travail étaient épouvantables. Les semaines de travail, je pense que c'était 6 jours sur 7. Mais- Au ouais, début, oui, excuse, je ouais, vas-y. t'interromps. Non, donc, c'est des mouvements qui viennent principalement de la petite bourgeoisie, de l'élite bourgeoise. Dans certains cas, l'Église va embarquer là-dedans, puis dans d'autres cas, on va le voir, l'Église va plutôt, surtout au Québec, elle va être un peu neutre dans Ah oui. certaines. Oui, 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 oui. Lors du plébiscite de 98, on va voir, elle prend difficilement position. Il ne faut pas oublier que si tu plaides pour une prohibition complète, ben, la religion catholique est basée sur le vin. Tu as le vin pendant la Non, messe. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont à prendre en compte. Mais vas-y, interromps-moi mais quand tu veux. de ce que j'avais appris, par exemple, en voyant, mettons, aux États-Unis. Aux Ouais, États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, tu me confirmeras, mais je sais que le mouvement des femmes avait commencé, ou il y a une oui, partie du mouvement des femmes qui avait commencé à la tempérance. Ce n'était pas nécessairement pour arrêter l'alcool, c'est parce que les hommes allaient travailler, puis après ouais, ça, dépensaient la paye, soit dépensaient la paye sur l'alcool, ou ouais, dépensaient la paye, revenaient sous, puis là, ils devenaient violents à la maison. Fait que exact. pour les femmes, c'est une façon de pouvoir, en tempérer, hey, gars, on peut-tu mettre un stop à ça, l'alcool, ou au moins contrôler Oui, pour que nos maris ne dépensent pas tout parce qu'on crève de faim, ou sinon qu'ils ne reviennent pas, qu'ils battent les enfants, nous autres, etc. Là. ouais. Il y avait ça aussi là, comme Ouais, enjeu. c'est un sujet qui va toucher justement les conditions féminines, veut pas.
Puis le mouvement des suffragettes va côtoyer certains mouvements de tolérance ou de prohibition. On va le voir vers la fin du 19e siècle. Puis justement, tu as ceux qui prônaient la prohibition vont se dire qu'en incluant le mouvement des suffragettes, ça allait donner plus de poids à leurs revendications. C'était comme une espèce de convergence. Mais il va y avoir un référendum qui va montrer que ce n'est pas du tout le cas. Un référendum au Québec en 1818 qui va mener plus tard à la création de la Commission des alcaldes. Tu en as un au Canada, un référendum sur la tolérance, pas la tolérance, la prohibition, une forme de prohibition qui est menée par le gouvernement de Wilfrid Laurier en 1898. C'est comme une patate chaude parce que tu as des provinces, tu vas voir que le Québec va se démarquer. Puis tu vas en avoir un autre au Québec juste après la guerre, en 1918, qui va concerner strictement le Québec parce que le Canada va laisser aux provinces le soin de se démerder avec ça. On passe un petit peu je passe des coups. Donc, mais interromps-moi quand tu veux parce que. Non, c'est ça. Mais non, mais vas-y, continue. OK. Une des premières provinces à implanter une prohibition totale au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Ils l'ont fait en 1855, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 6 mois, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Au contraire, on a vu l'émergence de marchés noirs. On a vu, pendant cette période-là, au Nouveau-Brunswick, l'émergence aussi des alcools frelatés. Les gens... Déjà, dans les maritimes, on avait une habitude de faire sa propre alcool, mais là, ça a multiplié le problème avec tous les dangers que ça pouvait amener. Ensuite, le mouvement a quand même continué. On parlait soit de prohibition légale, certains produits, ou soit partielle ou totale. Dans tout le Canada. Ça va aller jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le premier référendum que je te parlais, c'était, on l'appelle en anglais le Temperance Act ou le Scott Act, du nom du député fédéral qui l'avait proposé. Je t'avais dit 1898, ça c'est l'autre référendum, mais en 1878, c'est un acte, c'est pas en fait, c'est pas un référendum, c'est un, comment tu dis ça en français, Temperance Act? C'est comme, mettons, c'est quoi, c'est comme pas une loi, là, ben, ouais. Je ne sais pas. Okay. on va le vérifier pendant que tu continues. Ouais, là, je t'ai mis sur le spot, mais bon, c'est pas grave. En fait, à ce moment-là, le gouvernement fédéral offre aux gouvernements municipaux l'option locale de bannir ou non la vente d'alcool. Donc, au lieu de transférer ça aux provinces, au début, la première idée, c'est de laisser les villes décider. Puis c'est pour ça que tu vas avoir des villes qu'on appelle, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais des villes secs ou des villes sèches. Oui, il n'y avait rien. OK, fait que c'est les municipalités qui menaient ça, OK. Il y en a eu une au Québec pendant cette époque-là, puis c'est Thetford Mines. OK. Puis je me souviens, ça a duré longtemps. Tu avais des villes au Québec jusque dans les années 80-90 il en restait encore une ou deux. Puis je me souviens, c'était-tu Verdun? Tu n'avais pas le droit de... Verdun était une ville... Ouais, je me souviens. Puis il fallait que tu manges, tu sais... Fait que tu manges en même temps que... Ouais, puis là, tu avais plein de bars où ils mettaient, mettons, du popcorn ou je ne sais pas quoi. C'était complètement ridicule parce que tout le monde... Mais ça, je te dis ça de mémoire, là. Je me souviens, c'était une sorte... Il me semble que c'était Verdun. Tu avais aussi, dans certaines provinces maritimes, j'ai vu que pour passer par-dessus la loi, il fallait d'abord que tu passes par ton médecin. C'est le médecin qui te signait un truc qui te donnait le droit de boire. Ça serait vraiment intéressant d'en faire une capsule juste sur ces trucs-là. C'est quoi les raisons? Je ne sais pas, regarde, c'est l'imagination du médecin, c'était libre à lui.
Ensuite, tu as eu, bon, là, on en arrive, la question va demeurer, elle va être toujours pertinente, elle va toujours être dans les médias, on va toujours en parler, ça va être un phénomène, c'est un sujet récurrent dans la société, la permission ou non de laisser la vente libre aux alcools. Puis c'est en septembre 1898 que le gouvernement libéral de Wilfrid Laurier va tenir un plébiscite canadien sur la prohibition de l'alcool. Elle va porter sur l'adoption d'une loi qui interdit l'importation, la fabrication et la vente des boissons alcoolisées sur l'ensemble du territoire de la Fédération canadienne. Au Québec, le gouvernement et l'Église catholique sont longtemps indifférents à la vague prohibitionniste, préférant miser sur la responsabilité individuelle. C'est curieux, mais on pense que ça peut être est-ce que c'est peut-être en raison de l'influence européenne ou latine des Québécois, à la joie de vivre catholique à l'encontre de l'austérité, de l'austérité protestante, ou au fait que, justement, on en parlait tantôt, que l'alcool est carrément au centre de la messe catholique. En tout cas, une commission d'enquête canadienne constate en 1895 que le Canada et le Québec ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde en matière de prohibition et de prohibition d'alcool. Cette commission d'enquête-là va conclure dans son rapport que toute tentative d'imposer la prohibition au Québec rencontrerait probablement l'opposition la plus tenace. C'est les mots employés dans la conclusion du rapport. À partir de là, j'ai été un peu étonné. Je ne sais pas, j'ai toujours pensé que l'Église était... Moi aussi, ouais. c'est sérieux. Je suis pas mal surpris, là. Mais ça va pas toujours. En fait, on va trouver une petite passe. Tu vas voir un peu plus loin, il y a une nouvelle stratégie qui va se développer. Mais parlant strictement de l'Église catholique, elle va s'opposer même carrément à la prohibition totale, parce que selon elle, ça ouvrirait la porte à la criminalité, la clandestinité. Et là, il y a une citation d'un membre de l'Église de l'époque qui affichait dans les journaux. Il y avait quand même des campagnes qui se servaient des journaux pour afficher leur point de vue. L'Église disait qu'une prohibition totale priverait le jeune homme de sa virilité et de son sens moral en développant chez lui des comportements sournois, équivoques, menteurs, ainsi qu'une défiance ouverte vis-à-vis de la loi. Destinée à être plus sévère, elle protège la tentation du bar ouvert, mais l'invite au mystère d'une boîte de nuit de mauvaise réputation, d'une gargote répugnante et de la grossièreté d'un bar de cuisine. C'est fou, hein? Donc, l'Église... Mais elle prévoyait ce qui allait se passer aux États-Unis, ouais, vraiment. exact. Ouais. Parce que là, on est en 1895, la prohibition aux États-Unis, ça va être un peu plus tard, mais écoute, pas besoin d'être sorcier pour savoir qu'à partir du moment où tu interdis un produit qui est consommé, Tout le monde va vouloir. tu développes le marché noir, puis tu ouvres la porte à des contrefaçons qui peuvent être dangereuses. Dangereux. Donc, ça, c'est le point de vue de l'Église en 1898, mais on va regarder tantôt, en 1918, sur le même thème, l'Église va plutôt appuyer la prohibition. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Donc, incapable de trancher entre Québécois et Canadiens anglais, le gouvernement Laurier opte en 98 pour un plébiscite, le premier dans l'histoire du Canada, posant la question suivante. Êtes-vous en faveur d'une loi interdisant l'importation, la fabrication ou la vente d'alcool, de vin, de bière, de cidre et de toute autre boisson alcoolique destinée à la consommation? Il rajoute ale. Ale, je pense que c'est plus un malt ou un. En tout cas. En tout cas. Donc, c'est une autre sorte de boisson. Ouais, c'est pas nécessairement de la bière. C'est les Anglais, là. Ouais, OK.
Les Québécois vont s'opposer à la prohibition avec 81% de non. À l'échelle canadienne, cependant, le résultat du plébiscite de 98 allait être très différent, en rappelant au Québec son statut minoritaire au sein du Canada. Le oui à la prohibition l'emportant au total par quand même un mince Ouais, c'est vraiment pour 51,26% dans l'ensemble du territoire canadien. Tu as des ça. Ça, provinces. pour le Canada anglais, c'est pas acceptable. Ça serait pas reconnu si on se fie aux autres référendums qu'il y a eu après ça dans l'histoire pour la séparation du Québec. Là. Ça serait pas acceptable. 1%. Non, c'est Ouais. ça. Tu as quand même ici une première photographie statistique de l'aspect un peu distinct du Québec, Ouais. alors que toutes les autres provinces plutôt anglophones vont appuyer la prohibition. Le Québec répond à un non massif. Puis dans la carte, il y avait une carte, mais c'est pas grave. Tu peux voir même les votes au Québec, ça va suivre un peu le courant linguistique. Dans les comtés à forte population anglophone, on va plutôt appuyer Quoique, même la Gazette, même les journaux anglophones sont au Québec, là, c'est oui, il semble avoir un lien avec le vote anglophone, mais c'est pas aussi fort qu'à l'extérieur du Québec. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Oui. Plus tard, là, ça va continuer. Là, on parle de 1915 et 1916. Toutes les provinces, sauf le Québec, vont interdire la vente d'alcool à titre de mesure patriotique durant la Première Guerre mondiale. C'est quoi le rapport? Je ne le sais pas. Mais c'est ça. Toutes les provinces, 1915-1916, vont interdire la vente d'alcool à titre de mesure patriotique. Ah, les Peux-tu anglophones me sont toujours l'expliquer? très bons là-dedans. Ah, je ne peux pas l'expliquer. C'est Ça toujours n'a ça. pas un rapport avec C'est un petit peu comme les Freedom Fries aux États-Unis ou les. Tu sais, c'est la folie de ça. Je sais pas, moi. J'ai aucune Ouais. idée. Je n'ai Hein? pas poussé plus loin. Il doit avoir une bonne Peut-être raison. c'est sur le schnapps, parce que c'est contre les Allemands. Peut-être c'est contre le schnapps. Ouais, c'est ça. C'est comme depuis ici, on n'a plus le droit de vendre Oui, des de choses vodka de la russes. Russie. Ça a fait mal à Poutine. Puis Il les y a filles juste un vendaient. aparté, tu sais, c'est ça. Puis tu te rappelles les clients qui rentraient, là. Ouais. C'est parce qu'elle est embouteillée au Canada, monsieur. Ah! C'était tranquille, ça. Ouais, moi, je m'étais fait engueuler parce qu'on vendait de la Russian Prince. La Russian Prince qui est embouteillé ici à Montréal, je pense. C'est con, là. Puis, tu as beau expliquer à la clientèle, non, ça ne rentre pas. Dès qu'il y a le mot russe ou Oui, Russian, c'est ça. Ou vodka. on était des dangereux sympathisants C'est ça. russes. Oui. Le fameux référendum de 1918, c'est le premier ministre du Québec de cette époque-là, Lomère Gouin. Oh, Oui, celui à qui on doit le boulevard. oui. Ouais. C'est donc lui. Ah! Là vient. Donc, attends une minute. Le premier ministre Gouin est forcé de faire adopter une loi prohibant la vente de toute boisson contenant de l'alcool, sauf sur autorisation spéciale du lieutenant-gouverneur en conseil Ah, pour des fins exclusivement sacramentelles, médicinales, mécaniques, scientifiques et artistiques. Donc, sacramentelles, donc pour le service de l'Église. Puis donc, c'est pour ça, à ce moment-là, probablement que l'Église va se montrer plutôt pour. c'est ça. Parce qu'on inclut justement, on exclut le vin de messe dans cette loi. C'est Cela ça. signifiait ni plus ni moins que la prohibition totale. OK? Étrangement, le gouvernement du Québec se donnait plus d'un an, soit jusqu'au 1er mai 1919, avant d'entrer la nouvelle loi. Il sentait que ça allait peut-être donner quelque chose d'un peu explosif. Un délai qui allait permettre cependant aux opposants de s'organiser et de faire dérailler le projet. Ah, OK. Là, c'est là qu'ils vont arriver, ceux qui s'opposent à la prohibition, en fait, vont arriver avec une nouvelle stratégie. Euh,
qui va consister non pas à contrecarrer la prohibition, mais plutôt à en exempter les boissons à faible teneur en alcool, le vin, le cidre, la bière. OK. Puis, je suis assez vieux pour me souvenir que plus jeune, ici, c'était resté, même si le vin, on avait droit de, tu sais, la commission des liqueurs en vendait, mais le Québec des années fin 60, début 70 était encore plus sur la bière que le vin. La SAQ des années 70 va vraiment travailler à démocratiser le vin, c'est ça que je veux dire. Puis voilà quoi. Faire une évolution du bébé doc et du pisse-dru. Ouais, c'est ça, c'était en vente. Le Saint-Georges, ouais. Ça, c'est. Ouais, nos parents buvaient ça, en fait. Ouais, Donc, la stratégie, c'est ça, c'est pas nécessairement de tout interdire, mais de laisser une porte ouverte à des produits qui sont en faible teneur en alcool. Donc, pressé par ce lobby, le gouvernement Gouin cède à moitié et annonce la tenue d'un référendum destiné à trancher par un oui ou par un non. Là, la question officielle pour ce référendum-là de 1919, la question est celle-ci. Êtes-vous d'opinion que la vente des bières, cidres et vins légers, tels que définis par la loi, devrait être permise? On inverse, en fait, on amène une question positive. Ouais. En ayant fait des sondages, ça peut jouer, je sais à quel point ça peut jouer, au lieu d'être dans le négatif, en fait. Stratégie. Dans le positif, OK. Dans le fond, je soupçonne le gouvernement de trouver une De parade. Ouais, c'est ça, tu sais. Là, il y a des. Là, c'est cool, tu vas avoir. Je vais te lire des pubs qu'on passait dans les journaux pour les camps, dans le camp du oui. OK. Donc, dans le camp de ceux qui voulaient permettre la vente de bière, de cidre et de vin léger. Le comité de la modération ne s'arrêtera pas en si bon chemin et poursuivit sa campagne, militant ouvertement dans le camp du oui. Donc, on va les appeler les modérés, ceux qui sont pour la permission de vendre des bières, du cidre et des vins. Donc, on a eu droit dans les journaux à des superbes publicités mêlant la tradition avec une sorte d'affirmation nationale. Il y en a une de ces comités-là qui va comme suit. L'industrie manufacturière la plus ancienne du Canada devrait-elle disparaître de par la loi? Les brasseries ont offert depuis plus d'un siècle un breuvage rafraîchissant, sain, exquis, hygiénique et nutritif en hiver, rafraîchissant et désaltérant en été. Ça, c'est mon sens. Il y avait quand même C'est bon, ça. Non, mais ouais, un petit peu, je pense que ça avait des campagnes dans le temps des cigarettes aussi, là, dans les années 50. Là. La cigarette te sauve la vie. Oui, la femme enceinte qui fume, là, parce que ça donne plus de... Ça t'ouvre les poumons. En quoi, mettons, un verre de bière peut être hygiénique? Celle-là, enfin, je sais pas. On pourrait faire une capsule juste là-dessus. Peut-être l'alcool, justement, l'alcool fort, quand tu te blesses et tu te frottes. Donc, le camp du oui joue à fond le sentiment national des Québécois. Donc, le texte suivant est particulièrement éloquent. Comme mesure de guerre, le gouvernement fédéral eut l'idée d'édicter une loi de prohibition pour tout le Canada, laquelle loi eut empiété sur les droits provinciaux. Posons alors la question suivante. Pourquoi ne laisse-t-on pas le Québec décider de ses propres affaires lui-même? À l'heure actuelle, des forces extérieures à la province prennent des décisions et vont les imposer au peuple du Québec. Fuck, c'est... C'était pas la langue, le problème. C'était pas la langue. Non, c'est l'alcool. Non, mais tu vois vraiment, il y a une poussée nationaliste, indépendantiste. Nous avons perdu, les patriotes ont perdu. Mais nous ne perdrons pas notre bière. Vive la bière libre. Oui, vive la bière libre.
Tu vas avoir un texte aussi qui promouvoit la modération et non la prohibition totale. Tu vas avoir des textes dans les journaux fédéralistes, comme la Gazette de Montréal, le Montreal Gazette, qui reprend presque mot pour mot certaines pubs plutôt du côté francophone. Là, excuse mon mauvais anglais, tu traduiras. Je peux le lire, là. Ah, tu l'as toi aussi? OK. Ouais. OK. Forces outside of the province are making the decision and will impose it upon the people of Quebec. The Quebec government should not wait on Ottawa. Wow! Bon, hein? Motherfucker, French fucker. Non, mais c'est quand même bon venant de. Ouais. Tu Hey, vois, les Anglais, les Français, les Anglais et les Québécois, on peut s'entendre. On peut s'entendre. Ben oui, mais c'est comme à la SAC, quand ils menacent de nous couper nos réductions, là, tout le monde se sent mobilisé. Tu sais. La meilleure façon de mobiliser tes troupes, c'est dire ils vont couper ta réduction. Ton rabais. Ton rabais employé. Ah mon Dieu! Ah, que veux-tu? Tiens, OK, je pensais pas que tu étais. Je suis avec toi, là, c'est bon. Vas-y. Et ben, après ça, il y avait une troisième annonce aussi qui verrait 5 jours plus tard. Le gouvernement du Québec ne devrait pas emboîter le pas à Ottawa. Je pense que je vais essayer de le faire comme dans le temps. Là. Le temps est maintenant venu aux législateurs le droit d'agir afin de persévérer à la fois de le droit de la province et se gouverner elle-même et la liberté de son peuple. Sacré. C'est bien. Touche pas à ma bière. Touche pas à ma bière. Fait que ces annonces paraissent dans tous les grands journaux du Québec, y compris ceux de la langue anglaise. La ville du vote, le ministre Napoléon Séguin. Oui. Moi, je fais des liens avec le grand Napoléon. En rajoute, déclarant que la prohibition n'est rien d'autre qu'un complot méthodiste dirigé contre l'Église catholique, dont le but est de détruire la Sainte Communion en faisant disparaître le vin. C'est fucked up. Là, tu rends fucked up. Hein? Tu vas loin, là. Oh, hey, ça jouait dur, là. Ça jouait dur. Tu sais, tu n'avais pas de radio, tu avais tes journaux. Ben, c'est ça, la force des mots, parce que c'est vrai. Le prochain, c'est pour payer ça aussi. Puis là, en fait, Napoléon machin, c'est le premier complotiste. Oui, c'est le premier complotiste. Gloire à Napoléon Séguin. Ouais, gloire à Napoléon Séguin, ce complotiste. Mais attends, tu as un autre Joseph Napoléon Francaire. Lui, il parle carrément d'indépendance. En pleine crise de la conscription. Là, c'est la conscription. Et après que le député Joseph Napoléon Francaire ait déposé à l'Assemblée législative une motion demandant la succession. La sécession. La sécession du Québec de la Confédération. Là, ça semble loin. Là. De telles déclarations sont impressionnantes. Même si elles ne sont faites finalement que pour assurer la vente libre de bière et de vin au Québec. S'ils veulent fuck ton histoire, fuck le côté francophone, c'est la fucking bière puis le vin. Christ, l'évêque a manqué sa shot, c'est pour ça, Carlis. Tabarnak! Non, mais ça donne une idée aussi que tu sais, c'est pas d'hier, l'idée de l'indépendance du Québec. Puis on dirait qu'à chaque moment de l'histoire, tu as toujours un truc par rapport qui vient redonner le. Finalement, il faudrait que le gouvernement de Trudeau interdise totalement la vente d'alcool, puis on aurait notre pays. Tu sais. Y avait-tu des milices qui checkaient les gens, ceux qui ne buvaient pas de bière? Oui, tu avais la police, d'alcool, la police des liqueurs. Mais ça, on va l'avoir après la création de la commission des alcools qu'on pourra faire dans la prochaine capsule. OK, donc, oui, vas-y. OK, fait que le premier référendum organisé au Québec visait donc à décider si la bière et le vin devraient être exemptés d'une loi sur la prohibition. Fait que la victoire du oui au référendum d'avril 1919 représentait néanmoins une victoire historique pour le camp de la modération et faisait du coup du Québec le seul gouvernement au nord du Mexique
à ne jamais avoir totalement interdit la vente de la consommation d'alcool sur son sol. Preuve supplémentaire, s'il en faut, que nous formons bien une société distincte due à l'alcool. Si, bon, là, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est drôle. Mais non, c'est des petits passages oubliés de l'histoire, mais il ne faut pas oublier, c'était important. Là. Ça avait brassé. Quand tu dis que tu as des députés qui parlent de faire sécession, c'est fort, là. Le résultat du vote fut très favorable aux partisans de la tolérance aux boissons légères qui raflent 78,62% des votes. Quand même, c'est assez fort. Là. Ouais. Quant à ça aurait passé, même avec Trudeau. Là, là il aurait accepté, il n'aurait pas eu le choix. Là. Ouais. Puis la répartition, là, c'est ça qu'ils disent, est essentiellement en fonction du clivage linguistique. Là, ils disent ethnique, mais on va utiliser le terme linguistique. Sur 86 circonscriptions, seules 10 donnent une majorité aux opposants à la tolérance, essentiellement celles de l'Estrie et de l'Ouest de Montréal. C'était anglophone en majorité, c'est ça. Mais si tu regardes les tableaux, c'est quand même moins fort qu'à l'extérieur du Canada. On n'a pas les tableaux, mais oui, c'est ça. C'était assez. Vous pouvez les trouver sur. Je pense qu'il y en a sur Wikipédia. Oui, tu as des sites aussi qui parlent du sujet. J'ai picossé à droite, à gauche. J'ai même été sur le site de la SAQ. C'est gratuit. Oui, oui, ils ont une petite historique, mais elle n'est pas très complète, là, mais tu sais, quand on a fêté le 100e anniversaire. Oui, c'est ça. Il avait engagé un historien là, pour. Non, mais c'est bien fait. Là, c'est un beau, un résumé, là, mais tu apprends des choses. OK. Puis là, bien sûr, le premier référendum organisé au Québec visait donc à décider de la. Oui, c'est ça, c'est correct. La loi sur la prohibition fut immédiatement amendée, par exemple. Et quant à la prohibition sur les spiritueux et les alcools forts, elle ne fut jamais vraiment appliquée et la loi est finalement retirée le 1er mai 1921. Fait que ça a eu une vie de 1 an ou 2. Oui, puis elle n'a jamais été vraiment appliquée. C'est ça. Est remplacée par la loi sur les boissons alcooliques, créant la Commission des liqueurs, aujourd'hui la Société des alcools du Québec. À noter que dans les années 20, la plupart des lois provinciales ont été abrogées dans les années 1920 pour permettre au gouvernement de contrôler les ventes d'alcool. Oui, parce que tu vas le voir aussi dans les autres provinces. Chaque province va adopter une structure propre à sa province. Puis la création de la Commission des liqueurs, c'est un coup de génie. Là. On va s'approprier de la vente des alcools, on va taxer, puis l'argent recueilli va servir aux écoles, à la santé, etc., etc. Aux commissions parlementaires. Ouais. On en profite aussi pour adopter une autre grande mesure novatrice afin de limiter l'accès à la bière avec la création des fameuses tavernes. La loi des tavernes, il y a une loi qui s'appelle comme ça ou qui fait référence, elle date de 1921, prescrit ainsi des règlements très originaux destinés à dissuader les gens d'entrer dans les tavernes. Ne pas pouvoir voir l'extérieur depuis le trottoir, ne pas pouvoir voir l'intérieur depuis le trottoir. De là, les fameux blocs de verre qu'on voit encore sur certaines tavernes à Montréal ou à Québec. Interdire aux clients. Hein? Je pensais que c'était qu'une mode dans le temps, parce que chez ma grand-mère, les blocs appartements chez la Maisonneuve, c'était ça. Oui. Mais ça, c'est ça, c'est directement issu d'une loi. C'est fucked up. On interdisait aussi aux clients de boire debout ou à côté à un bar, mais plutôt les forcer à boire assis dans des petits verres, sans musique et dans le silence. En fait, on voulait rendre l'atmosphère complètement dégueulasse. Puis c'est ça, le gars conclut en disant « Destinée au départ à être repoussante et désagréable, la mythique taverne de nos grands-pères allait progressivement devenir l'un des plus grands symboles de la culture québécoise. » Immortalisé, bien sûr, par la pièce de théâtre Brou. Mais c'est ça, j'ai découvert ça. Wow, c'est incroyable, ça. C'est fait exprès pour rendre boire désagréable. Puis, pas tout de suite, mais dès sa création, les femmes avaient le droit
c'est un peu plus tard qu'ils vont interdire OK. l'accès aux femmes. Je pensais que c'était né dès 1921, non, je pense que c'est les 3 premières années. Faudrait juste que je vérifie. Je veux pas dire quelque chose OK. d'incorrect, là, mais il me semble que les 2 ou 3 premières années, les femmes avaient le droit, mais comme c'était trop beau, il fallait vraiment avoir une atmosphère de marde. On interdit les femmes, Les femmes en plus. on les met dans le même rang que les petits carreaux de vitre ou les petits verres ou pas de musique. Tu sais. Mais le Québécois avait sa bière. Fait que tout Ouais, instinct de référendum, de séparation, etc., c'est éteint. C'était ouais. fini. Ensuite, la victoire du référendum de 1918 pour les Ouais. tenants de la modération va permettre au Québec de faire preuve de créativité et d'innover en matière de règlement sur l'alcool. Et on va le voir jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il va y avoir que ce soit en ce moment la promotion des ventes sans alcool, que ce soit la modération à bien meilleur goût. Il y avait une pub dans les années, je ne me souviens pas quand, vous pouvez boire, mais il faut manger. C'était comme toujours, Ouais. on trouve de nouveaux slogans pour toujours en faisant attention de ne pas exagérer, mais en même temps, bon, il faut vendre de l'alcool pareil. Là. Vous pouvez boire, mais vous pouvez manger. Il faut manger. Ouais. C'est Mais bon. même le truc, apporter nos restaurants, apporter votre vin. C'est des Ah ouais? initiations. Ouais, en Ouais. fait, c'est des inventions typiques au Québec. Tu ne vois pas ça ailleurs. Tu sais. Ça, je m'en rappelle. Puis ça, regarde, on va Ouais. sortir de là. Quand Ouais. j'étais au syndicat à la SAQ, on allait souvent en Ontario à rencontrer tous les autres syndicats Ouais. de sociétés d'école de l'alcool, OK? Société de Ouais. l'alcool, OK? Puis eux autres, ils capotaient. Là, on parle en 2002, 2003, 2004 à peu près. Ouais. Puis ils capotaient quand ils venaient à Montréal. Ils capotaient de voir que tu peux apporter ton vin à ton restaurant. Puis là, ça doit être débile. Tout le monde doit boire comme des malades. Eux autres, ça ne rentrait pas dans leur tête que c'était possible. Tu sais, comment pouvez-vous tolérer ça? Mhm. Puis, là, mais quand tu as été mangé, on a bu du vin, on est-tu sorti sous? Non, mais voilà. C'est Ouais. comme le monde ne sont pas cons non plus, ils suivent, mais Ouais. en Ontario, le Canada anglais capotait. Et puis finalement, il y en a en Ontario, là, ça commence, ça Ouais. s'est propagé, là, mais dans le temps, il n'y en avait pas pantoute. Puis ça, Chris, ça, c'est 2004, 2000, Ouais, 2003, ouais, parce 2004, que dans mon autre vie, où est-ce que je travaillais, le bureau mère était à Toronto, puis quand quand des gens de la boîte venaient à Montréal, ils tripaient sur les restos, apporter votre vin, Ouais. puis le fun, c'était d'aller dans une SAQ, puis choisir la bouteille, puis tu voyais vraiment qu'ils choisissaient n'importe quoi, là, mais bon, un gars, il choisissait toujours la bouteille, tu sais, le Châteauneuf-du-Pape, la bouteille. C'est croche, moi. Ouais, Qui est une arnaque, tout le monde, hein, ouais, c'est même pas millérisé, c'est un amal. En tout cas, c'est 30$, puis tu payes cher pour rien. Mais bon. Hey, on peut se permettre de dire ça maintenant. oui, on peut se permettre de dire ça On pourrait maintenant. même faire une petite chronique Sur le vin. sur le vin. Sur des bouteilles de vin, quoi pas acheter? Quoi ne pas acheter, puis Ouais. quoi acheter pour le prix. Arrêtez d'écouter les critiques à Salut Bonjour qui sont sponsorisées, puis qui sont là, puis qui doivent ramasser un 10%, quelque chose. Non, non, c'est des blagues. C'est des blagues. C'est vrai, hein, quand même. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne veux pas me faire poursuivre. Oh. Hein, ben, des fois, en tout cas, on aurait aimé qu'ils nous le disent d'avance quand Ouais. quand ils parlent d'un vin beau, bon, pas cher à 11$, puis là, tu passes ta semaine à dire à la madame, j'en ai plus, parce que tout le monde s'est pitché comme des estis de malades, vu qu'un tel a dit que c'était très bon avec Ou qu'on avait déjà le plus pâté en stock. chinois. Hein? Ou qu'on avait déjà plus en stock, puis là, il Ouais, y en a ben, pas, parce que ouais. c'était ce montant-là, il a booké toutes ces chroniques. Là. Ouais, c'est ça. Quel de bon temps. Ouais, Ouais. OK. La chute du mouvement de température. Hein? Quoi? La chute du mouvement, oui.
Ouais. Les sociétés de tempérance ont par la suite été vivement critiquées pour avoir nui à l'activité économique et pour avoir encouragé la consommation d'alcool et le crime organisé. Évidemment, c'est un peu comme on a dit tantôt, si tu prives ou si tu prohibes un produit qui est déjà sur le marché puis qui est déjà dans Ouais, les coutumes, ben, ouais, t'as beau augmenter les paquets de cigarettes, il y a toujours quelqu'un qui va t'en offrir c'est ça. pas trop cher puis qui viennent d'un milieu pas trop recommandable. Ouais. Il existe plusieurs théories pour expliquer le déclin du mouvement de tempérance et l'échec des lois sur la prohibition. Ils ont été critiqués pour avoir nui à l'activité économique, on l'a vu, et pour avoir favorisé le crime organisé, oui. Il est peut-être plus probable que les changements au sein de la société canadienne et dans le mouvement de tempérance aient fait mener à sa chute. Ouais. Puis moi, je Ouais. vois ça aussi, tu sais, ça vient, tu sais, disons-le, là, ça vient d'une petite élite bourgeoise là, qui, encore une fois, veut imposer ses dogmes. Là, oh mon Dieu, l'alcool, c'est pas bon pour les, Oui, il pense les aussi gueux, là, les gueux. Penses-tu vraiment que ceux qui, tu sais, qui n'avaient mais pas une oublie belle pas, on collection? n'en parle pas ici, là, hein, mais Ouais, tu sais, tu as l'industrialisation, tu as les ouais, mouvements ouvriers qui commencent à s'organiser, etc. Tu sais, puis on s'organisait où, tu sais, puis là, tu ouais, fais des tavernes, tu sais, tu fais des tavernes, le monde se ouais, regroupait là, se parlait. ouais, Fait que c'est ouais, sûr pour le petit bourgeois, là, bien pensant, qui pense au gueux puis qui veut penser pour tout ouais, le monde, mais c'est sûr que ça, tu attaques ça au bout, là, tu sais, ouais. c'est. Fait que tu veux leur Mais dans le empêcher fond, d'arriver. c'est vrai ce que tu dis là, Éric. L'équivalent du bistrot en France, c'est la taverne au Québec, en tout cas Oui. durant jusque, on va dire, dans les années 60-70. Mais c'est Mhm. quoi avant tout? C'est un lieu de rencontre. Je veux C'est dire, ça. le crime organisé, là, les petits voleurs tu sais, ils se ramassent là, il y a, je veux dire, propice à des mouvements contestataires. Dès que les gens se réunissent, dès que tu as une idée un peu contestataire, un Mhm. peu réfractaire, C'est devenu illégal, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est des lieux propices à rencontres et à organisation de toutes sortes de mouvements. Et voilà. C'est vrai que. On en est où? Attends, que je suis. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Je suis un peu rouillé, hein, ça paraît, hein? Mais on croyait que le Pourquoi? fait d'accorder le droit de vote aux femmes soutiendrait la prohibition. Ouais, Les femmes étaient perçues comme favorables à la cause. Cependant, lors des référendums des années 1920, au cours desquels les femmes ont eu le droit de vote, c'est une des premières fois, le soutien pour la prohibition est en baisse constante. Le mouvement de tempérance est la créature d'une société qui s'efface déjà lorsque les victoires pour la prohibition ont été remportées. ouais. Oui, mais de l'autre côté, la femme ne veut pas voter, mais elle votait du bord de son homme, qu'est-ce qu'il votait aussi. Tu le sais pas, tu n'étais pas dans les urnes. Ben oui, mais c'est ça qu'on me dit dans les cours d'histoire. Fait que c'était ça. Il y a aussi une des raisons qui a mené à la chute, c'est on parle des travailleurs autonomes canadiens qui considéraient la tempérance comme une aide à la réussite économique. Attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ben, c'est Ah, les travailleurs en fait, autonomes, hein. oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. Ben, c'est ça. Fait que, ils sont remplacés par des travailleurs urbains salariés. Oui, c'est Dans ça, le fond. c'est ça. C'est ça. Fait que là, au sein du mouvement, la prohibition fournit l'occasion d'étudier attentivement les problèmes urbains. Ceci mène beaucoup de gens à conclure que ces problèmes sont dus davantage au système politique et économique qu'à l'alcool. Beaucoup quittent le mouvement pour s'adonner à d'autres formes d'activisme, Ouais, dont les mouvements ouvriers, ça, parce que là, on constate que Chris, il y a un problème dans la société. Là, tu sais, c'est pas ouais, l'alcool qui cause ça, c'est le ouais. système économique, c'est ci, c'est ça. Fait que, ouais, La création des syndicats aussi, qui va. c'est On ça, fait va. que ça pète dans la face, ça pète dans Ouais. la face des bourgeois. C'est ça. Bon. Fait que, L'autre, c'est sur les Bronfman, mais je vais la garder pour une prochaine capsule qui serait ouais, plus en lien on peut avec. donner un petit aperçu ou Ouais, vas-y, vas-y. ben, dans le fond, la prohibition, ben, c'est l'Empire Bronfman. Bon, au début Ouais. des années 1910, Samuel Bronfman et ses frères gèrent plusieurs hôtels au Manitoba. La vente d'alcool est l'opération la plus profitable de leur activité. Cette source de profit rapide se tarira toutefois avec la
la promulgation de la prohibition sur tout le territoire canadien en 1918. Samuel Bronfman a alors une idée qui fera sa fortune. Malgré la prohibition, l'État canadien n'empêche ni la production d'alcool ni son transport. Il décide donc de se concentrer sur l'exportation d'alcool aux États-Unis, qui a une grosse demande. Et c'est une demande avec qui? La mafia. Et voilà. Mais oui. Fait que Samuel Bronfman fait affaire avec des contrebandiers associés aux gangsters américains, notamment ceux de la mafia de Chicago. Mais cette association a un prix. Son beau-frère est assassiné en 1922 par des contrebandiers. Le scandale éclate. Samuel Bronfman déménage alors à Montréal pour fonder en 1924 sa propre distillerie. 4 ans plus tard, il acquiert la distillerie ontarienne Seagram's, une des plus grosses distilleries au Canada. Ouais. Ah, les Bronfman. Mais ils vont ramener les expos. Ça, c'est un tour rapide. Je veux juste, on va regarder le dernier petit truc, là. Le Québec, donc, la création de la commission, tout ça va mener à la commission des liqueurs du Québec, qu'on va voir dans la prochaine capsule. Le Québec allait donc innover, faire preuve de créativité et surprendre le monde. Plutôt que d'interdire purement et simplement l'alcool, on va choisir d'en contrôler la consommation en créant, bon, ce qu'on a vu, les tavernes, etc., et la commission des liqueurs. Donc, c'est un modèle qui va être copié un peu partout en Amérique. La vente. Là, il ne faut pas oublier, là, on est loin d'une succursale de la SAQ. Ouais. On fait de la vente, ouais. mais on est derrière des comptoirs, c'est comme un confessionnal, là, puis tu viens, tu demandes, puis là, on va le voir dans la prochaine capsule. Je pense qu'au départ, de ce que j'ai vu, au début, tu as 50 succursales qui naissent un peu partout au Québec. C'est pour tout le territoire du Québec. On va aborder ce sujet-là plus tard. C'était donc une première capsule après des mois d'inactivité. On a eu chacun de nos côtés nos activités. Moi, personnellement, je viens de prendre ma retraite après près de 20 ans de loyaux services à la SAQ, Société des alcools du Québec. Et j'ai eu l'idée, ça faisait quelque temps que on en parlait, Éric, mais tu sais, c'est pas évident là, de parler de ton employeur pendant que... On va être très respectueux, là. On va expliquer les méthodes de gestion qui ont changé depuis quelques années. On peut faire un historique. On va vous parler d'un livre qui est super intéressant, qui est, j'aurais dû le sortir. Attends une minute, je l'ai ici. Oui, va le chercher, puis je vais l'en trouver. Dans le fond, c'est un livre qui a été écrit en 1995, je crois. C'était pour, dans le fond, c'était pour célébrer je pense que c'était le 35e ou le 40e anniversaire de l'existence du syndicat du SEMB-SAQ, le syndicat des employés de magasins de bureaux de la Société des alcools du Québec. Et c'était aussi surtout pour célébrer son président de l'époque, M. Ronald Asselin, qui avait été 25 ans au pouvoir, etc. Ça s'appelle La révolte des traîneux de pied. Je n'ai pas trouvé mon livre, je suis dans le bordel de... On le montrera à la prochaine capsule, mais ça, on va se baser beaucoup là-dessus pour la suite de la commission. En fait, c'est pour parler de l'historique du syndicat, le syndicat des employés et magasins, syndicat des employés de magasins de bureaux de la SAQ. Il y a beaucoup à dire aussi. Ils ont signé actuellement, là, puis c'est triste, là, mais en tout cas. Oui, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui viendrait nous expliquer ce qu'il y a. Moi, j'ai parlé à quelqu'un des bureaux là, qui est syndicat avec ce syndicat-là, puis c'est, encore une fois, c'est eux autres qui payent les frais comme des hosties. Moi, de ce que j'ai vu, Éric, ça semble être encore une fois une convention pour les temps partiels, ce qui est correct. Là, je veux dire, il faut protéger tout le monde. Mais ça fait 2 conventions de suite où les réguliers sont perdants. De ce que j'ai vu dans celle-là, en tout cas, puis dans la précédente, il ne faut même pas en parler. Je veux dire, on s'est fait pourrir, mais solide. C'est ça. Puis ça a été accepté à 71 %, ce qui équivaut à peu près le nombre de temps partiel versus le nombre de réguliers. Moi, tous les réguliers à qui j'en ai parlé, ont refusé l'offre.
Ouais, mais ça, par expérience, tout le monde refuse toujours l'offre après que le vote s'est sorti, mais c'est correct. Je n'ai pas les détails de Oui, tout. non, je sais. Mais... Je viens de parler à un camarade parce que j'étais au congrès de l'Alliance ouvrière là, cette fin de semaine, qui est un regroupement de tout plein de syndicats, de syndiqués, mais des militants de terrain. Et je te dirais que le gars, il m'expliquait, écoute, c'est une perte. Ces gens-là perdent toujours des postes à chaque convention. Là, tu parles des des bureaux. bureaux. Moi, Ouais. des bureaux. Puis là, ça va être 3 par année. Je pense qu'ils sont rendus à une quarantaine de postes. Puis là, ça va être 3 par année. Combien ils étaient quand tu as commencé en 98? Écoute, 98, il me semble, il était au moins 200 comme il faut. Là. OK. Comme il faut. Puis tu avais des bureaux à Québec. Là, il n'y en a plus dans les bureaux de Québec. C'est fini. OK. Là, ils sont rendus à 45. Oui, 45, là, ils vont baisser de 3 postes par année. Ça veut dire sur 5 ans, mais ça va venir à 15 postes. Alors, ils sont sur le respirateur artificiel. Là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est sacrifié à chaque fois parce que les camarades des succursales, mais c'est ça. Ça devrait être le SEM, SAQ. Honnêtement, là, ils sont en train d'éliminer ces gens-là. Là. Mais qu'est-ce que c'est la vie, hein? C'est ça. C'est négocié majoritairement par des gens de magasins. C'est ça qui arrive, on le voit dans la fonction publique aussi. C'est dans la construction des syndicats qui représentent par métier. Moi, je trouve que c'est mieux parce qu'ils peuvent défendre plus leur métier respectif. Tandis que des syndicats que c'est pas par métier, mais là, c'est tout pêle-mêle. Fait qu'un opérateur va négocier pour un charpentier, mais il n'y a pas la même vision, il n'y a pas la même mentalité. Je ne dis pas que je ne veux pas défendre, mais c'est pas pareil. Mais c'est ça, le syndicat. Mais c'est des gens des magasins qui négocient pour tout le monde. Puis, il y en a qui font des belles jobs, mais ça, c'est encore une fois, de ce que je comprends, c'est un désastre encore une fois. Mais, on va en parler, on va avoir le temps d'en parler. Puis on va essayer de faire à venir du monde qui vont venir nous en parler eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vivent. Parce qu'on n'est plus là. Fait que, là, on est comme les outsiders qui. Mais toi, tu es un outsider depuis un mois, là. Mais moi, je suis outsider, retraité, maintenant whistleblower SAQ. J'ai hâte de parler de certains sujets. Ouais, ça va être cool. Bonjour les anciens gestionnaires. Bonjour le mec qui marche comme un pingouin avec... Oh, non. Non. Fait que sur ce, ouais. on vous dit bonne soirée, bonne journée. Peu importe tout ce que vous écoutez, quel pays, on ne sait jamais. Fait que c'est cela. Ah ben, pour ceux qui ne savent pas, SAQ, ça veut dire Société des alcools du Québec. Oui, c'est ça. Mais on va revenir. On a beaucoup de capsules à faire et je sens qu'on va s'amuser. Oui. Alors, bonne journée et merci beaucoup. Toujours pareil. Voilà. C'est fermé, là? Je pense bien. Là. Il y a un petit bouton rouge en haut à gauche. Hein? Ça arrive en train de... Voyons. Nomme pas de nom. Encore. Tu pourras couper. Moi, je vois un petit bouton rouge allumé avec un candidat. C'est bon? Il est fermé, là. Okay. Ouais, il est fermé. Non, c'est ça, c'est fermé. T'es sûr? Oui. Ben, je pense bien. Là. Démarré par Éric Forgette. En participant à cette réunion, vous acceptez d'être enregistré. Oh non. Non, enregistrement. Attends. Oh non. On a fait le. Il est en train d'enregistrer. Commencé l'enregistrement à 13h57. Il est quelle heure, là? Mais non, on l'a fait. OK. Il est encore en train d'enregistrer. Ah, il va falloir que tu coupes ça, là. Ouais, attends. J'essaie de le fermer, puis il ne veut pas. Enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Ah, tiens donc, après 3 mois. Mais je vois toujours le petit bouton rouge. Non, hey, on peut le garder, ça va faire des bloopers. Ouais. Là, Chris. Non. Mais voyons, tabarnak, je l'ai fermé ici. Oh. Bon. Nomme personne de la SAC pour l'instant. Non.
Mais voyons donc. Oh non, tu le gardes. Moi, j'aime ça comme ça. Non, Ça non, montre non. à la bonne franquette. Ouais, mais là, c'est grave, là, parce que je peux pas le fermer. Ben oui, il y a toujours moyen. Non, non, il veut pas. Il veut pas fermer. Regarde, quitte, puis je vais quitter, puis Ouais, c'est beau. je te reviens. Oui, bye. OK. Ciao. Merci à tout le monde.